Bonjour, j'espère que vous êtes bien régalés, vous avez passé une bonne matinée. On va démarrer l'après-midi avec un sujet sur l'usage de la data dans le journalisme. Je pense que peut-être ils vont susciter des vocations pour que certains d'entre vous, certaines, passent en mode journaliste 3.0. Je laisse la parole à Antoine et Guillaume. Eh bien, tout à fait. Merci, merci Gaël. Eh bien, bienvenue au DevFest. C'est une conférence qui nous intéresse beaucoup. Donc, on espère qu'elle va vous intéresser également. Après le repas, 50 minutes sur le data journalisme, bon, j'espère que ça ne va pas être trop digeste. En tout cas, on va essayer de faire ça bien. Alors, l'objectif de la conférence, effectivement, c'est de vous faire découvrir finalement qu'est-ce que c'est le data journalisme aujourd'hui, en 2023. Quels sont les outils qu'ils utilisent, quels sont leurs moyens, effectivement, d'utiliser les données pour mener leurs investigations. Et puis, faire éveiller peut-être une conscience citoyenne. Il y a plein d'outils qui existent, collaboratifs. On s'aperçoit effectivement qu'il y a beaucoup de parallèles entre les journalistes et aussi le monde du dev. Donc, une petite conclusion sur cette partie citoyenne. Et puis, comme tu as dit, Gaël, on espère que ça va vous donner envie d'aller creuser. On va essayer de tenir les 50 minutes, pas trop dépasser. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dès qu'on tire la pelote, en fait, il y a plein de trucs hyper intéressants. Et mon intro devait durer que 10 secondes. Donc, je laisse la main à Guillaume. Je te redonne la main, juste pour présenter rapidement. Et du coup, Antoine, donc moi je travaille chez Zenica depuis 2015 et je m'occupe de l'agence qui est basée à Nantes. Et on est dans les mêmes locaux que France Bleu. Donc c'est aussi un petit peu pour ça qu'on va vous parler de ça. Voilà, et moi je suis Guillaume Renaudin, donc je suis lead de la practice data chez Zenica et je suis aussi basé à Nantes. On va vous parler d'abord de notre prise de conscience, au-delà du fait qu'on est dans les mêmes locaux que France Bleu, lorsqu'on s'est dit, tiens, ce serait bien de faire une conférence sur data journalisme, parce qu'on a échangé ensemble et que ça nous plaisait, on s'est rendu compte qu'en fait, le point de départ de notre prise de conscience était la même, donc elle date de 2015. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce graphique, s'il y a quelqu'un qui a une idée de ce qu'il est, ce qu'il représente. Alors, c'est un tout petit ensemble d'un graphe beaucoup plus gros, puisque ce graphe, il fait 800 000 nœuds à peu près et 1 million d'arêtes. C'est le graphe qui a été modélisé pour investiguer sur l'affaire des Panama Papers. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2015, il y a une révélation, il y a une fuite de données, on va en parler un peu de la chronologie. Et c'est ce graphique-là qui a permis notamment de comprendre les relations entre les différentes sociétés offshore, les différentes sociétés mères qui détenaient ces sociétés, les ensembles des directeurs associés qui contrôlaient tout ça. Donc les Panama Papers, en chiffres, puisqu'on parle de data, on va déjà parler du nombre de sociétés. Il y avait 214 000 sociétés offshore, donc d'où la taille du graphe, bien entendu. Ça représente une fuite de 11,5 millions de documents. Donc vous imaginez qu'à traiter, ça n'a pas été simple. Donc là, les journalistes, quand ils ont reçu ça dans un premier temps, il a fallu qu'on s'organise, et on va parler justement de ces organisations. C'est à peu près 2,6 téras de données. Aujourd'hui, finalement, on accélère de plus en plus sur le stockage et sur le volume de nos données, mais à l'époque, ça représentait quand même quelque chose d'énorme. Il faut savoir que les dernières affaires, SwissLeaks et LuxLeaks, c'est entre 3 et 4 téras de données. Donc on est quand même à peu près dans la même échelle. Encore faut-il avoir les moyens de pouvoir investiguer et trouver de l'information. C'est principalement des PDF, c'est des courriers, des emails, voilà, des choses comme ça. On parle de Mossack Fonseca puisque c'était les deux avocats qui ont orchestré tout ça. Et c'est le titre de notre conférence, puisque The Laundromat, c'est le film, je vais en reparler juste dans la chronologie juste après, c'est le film qui a été réalisé et publié par Netflix en 2019 et qui retrace l'ensemble de l'affaire. Donc, il parle de Mossack Fonseca, qui est joué par notamment Fonseca, c'est Antonio Banderas. Donc, il y a un gros casting sur ce film fait par Netflix. La temporalité, c'est entre 1970 et 2015, toutes ces affaires-là. Donc, tous les papiers qui ont été trouvés, c'est sur toute cette période-là, c'est pas rien. Et qui est derrière les sociétés offshore? On a environ 12 chefs d'État. On a environ 128 dirigeants ou hommes politiques.
On a jusqu'à, on a 29 personnes des plus riches fortunes, des 500 plus riches fortunes de la planète, et on a environ 1000 ressortissants français. On ne va pas les citer forcément, hein, mais il y en a certains que vous connaissez très bien. Juste pour retracer un peu l'histoire rapidement, donc 2015, John Doe, qui est un membre de la société Mossack Fonseca, un peu écœuré par un certain nombre de conséquences en fait, de ce détournement massif d'argent. Optimisation fiscale, diront certains, et puis voilà, chacun voit un peu ce qu'il veut y voir, mais en tout cas, il décide d'envoyer un courrier donc, qui s'appelle Interested in Data à un journaliste allemand, Obermeier. Et celui-ci comprend très rapidement que, vu la masse d'informations, alors au début, il lui a envoyé une petite quantité, un petit gigaoctet de données, et puis il lui a dit, la suite va suivre si ça t'intéresse. Et là, à ce moment-là, quand il a vu déferler la masse d'informations, il s'est dit, je ne peux pas rester tout seul. Donc il a fait appel à l'ICIG, qui est un consortium de journalistes d'investigation. Il a réussi à fédérer, enfin pas Obermeier tout seul, mais le consortium a réussi à fédérer 370 journalistes dans 76 pays différents. Et donc ça a donné lieu, à partir du 3 avril 2016, à la publication des premiers articles. Très rapidement, il y a eu des premières démissions, notamment le Premier ministre islandais qui a démissionné, puisqu'il était impliqué dans l'affaire. Voilà, il y a un certain nombre de personnalités comme ça qui ont été inquiétées. En 2017, ils reçoivent le prix Pulitzer, donc, qui n'est pas rien dans le journalisme, hein, c'est presque l'équivalent d'un prix Nobel. Et il y a un certain nombre d'articles et de reportages qui ont été faits, notamment un reportage qui a été fait en 2 parties par Cache Investigation et qui a fait partie des lauréats de ce prix Pulitzer. En France, ça a donné lieu à 26 enquêtes et Mossack Fonseca a terminé ses activités à partir de 2018. Donc depuis 2018, ils n'ont plus d'activité, ils ont fait 3 mois de prison. Et rassurez-vous, ils vont très bien aujourd'hui, ils sont au Panama. Il y en a un qui fait prospérer sa ferme. Bien sûr, ils ne peuvent pas sortir du Panama puisqu'ils sont sous mandat d'arrêt allemand. En 2019, donc, Netflix sort son film. Ils ont essayé de l'attaquer, bien sûr, pour pas que ça sorte. Ils n'étaient pas les seuls, puisque dans le film, il y a un certain nombre de sociétés qui sont nommées avec leurs vrais noms, en fait. Et ça continue en fait aujourd'hui, puisque en décembre 2023, il y a une nouvelle plainte qui a été déposée, donc ils vont être entendus, pour crime contre l'ordre public économique. Voilà. Alors le journalisme, comment on en est arrivé en fait du journalisme un peu traditionnel à un journalisme d'investigation qui s'appuie sur les données? En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'avant, le journalisme, quand vous avez encore de la presse écrite, vous aviez une information à publier, vous saviez qu'il fallait attendre le lendemain pour toucher l'ensemble d'un pays, par exemple, avec cette information. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet et puis des réseaux sociaux, on touche très rapidement beaucoup plus vite de monde. Donc l'information circule plus vite, elle est moins vérifiée, bien sûr. Et les acteurs de diffusion de l'information ne sont plus forcément des journalistes, mais ça peut être vous et moi qui retweetons, etc. Il y a d'ailleurs des outils qui analysent tout ce qui se passe dans l'activité de Twitter. On parle de data miner. Donc, un des journalistes qu'on a interrogé nous a expliqué qu'il l'utilisait assez régulièrement. Ça extrait en fait des zones d'activité ou des anomalies d'activité dans Twitter pour leur donner de l'information. Il se passe un attentat en Espagne et ils envoient directement des journalistes avant même que les autorités puissent le confirmer. Voilà. C'est le vrai enjeu de vérifier l'information. En fait, ça coûte très cher, il faut des moyens. Il y a eu beaucoup d'argent public aussi pour ça, mais il faut effectivement pouvoir vérifier une info à travers plusieurs sources. Et clairement, on le voit bien aujourd'hui que c'est très facile de diffuser de la fausse information. Et eux, ils vont peut-être mettre une semaine et demie à vérifier cette info. Sauf qu'on est déjà passé à autre chose. En fait, il y a une info qui est parue le lundi, le mardi, tu en as une deuxième, le mercredi, une troisième. Comme on disait avec Guillaume, tu as 50%, je crois, des gens transfèrent des articles, ils ont juste lu le titre. Okay, on ne sait même pas si le contenu est vrai. Sauf que, effectivement, quotidiennement, les journalistes s'interrogent sur comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer cette vérification. Et c'est vraiment l'enjeu de leur métier aujourd'hui, c'est d'avoir cette crédibilité malgré tout. Et c'est vrai que c'est triste de voir que 16% des Français seulement font confiance aux journalistes. Donc, je ne sais pas, c'est un sondage Ipsos. Est-ce que cette info est vraie? Je n'en sais rien. Enfin, oui, je pense quand même. Je fais confiance à Ipsos. Mais voilà, c'est vraiment l'enjeu de leur métier aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est comment la donnée
va pouvoir les aider. Tout à fait. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la data, ça apporte une nouvelle dimension en fait, aux journalistes. David McCandless, qui est l'auteur, un journaliste freelance et l'auteur du blog Information is Beautiful, évoque le fait que la data, c'est un peu la nouvelle caméra, en fait. C'est du reporter moderne. Vous allez voir, donc, je vais vous montrer un exemple, par exemple, de DataVis qu'il présente sur son site. Donc, cette DataVis, en fait, c'est l'ensemble de tout ce que les médias publient un peu en termes pour susciter de la peur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça se lit vraiment comme un article. C'est qu'une fois que vous avez compris ce que ça représente, c'est à vous d'écrire les lignes de l'article, en fait, ou d'écrire l'histoire. Là, ce que vous voyez, les gros pics, à votre avis, c'est quoi? Si on parle d'articles qui font sensation, qui font un peu peur. Ouais, c'est toutes les crises sanitaires. Donc là, par exemple, on a Ebola, là, on a Zika, ici, je ne sais plus, swine flu. Après, vous avez en bas, vous avez des choses qui sont un peu plus récurrentes. Donc là, par exemple, en rouge, c'est la violence liée aux jeux vidéo. C'est des thèmes qui reviennent. Voilà, c'est des thèmes qui reviennent. Ici, vous avez la vaccination, la corrélation entre la vaccination et l'autisme. Vous avez aussi les astéroïdes. On sait qu'il y a toujours plein d'astéroïdes qui vont pendant 150 ans nous passer à côté de la planète. Et dès qu'il y en a un qui passe à 10 millions de kilomètres, hop, branle-bas de combat, on fait un article parce que voilà, alors qu'il n'y a aucun risque que ça nous arrive. Il y a d'autres choses comme ça qui sont assez sympas. Là, c'est par exemple tous les passwords qu'on peut imaginer, la majorité des passwords. Donc, et après, vous pouvez filtrer. Donc, vous avez les passwords plutôt alphanumériques, vous pouvez voir. Vous avez des trucs un peu genre macho. Voilà, on va trouver des Mustangs, des Harley, voilà. Bon, y a de tout, franchement. Animal, votre animal ou un nom d'animal. Bon. Mais en fait, l'idée derrière, c'est de faire prendre conscience de manière ludique aux gens, sans avoir besoin d'écrire un article long. En fait, c'est visuel, c'est ludique, c'est pragmatique et ça fait mouche très rapidement. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Clairement, et puis c'est vrai que tous nos outils aujourd'hui, Internet, nous permettent d'avoir des outils dynamiques qu'on peut utiliser. Ce qu'il faut voir, c'est que ce que nous ont dit aussi tout le monde, c'est que la donnée en tant que telle n'est pas une information. C'est qu'une donnée, tout le monde va l'interpréter à sa manière, et quelque part, même une data vise, on peut l'interpréter à notre manière. En entreprise, il y a des spécialistes pour vous montrer finalement des graphiques. Vous comprenez, vous, tout l'inverse, mais on arrive à vous convaincre du contraire, quoi. Donc, ce qu'il faut voir dans le data journalisme, c'est l'objectif, c'est vraiment de mieux informer. C'est comment la data va aider le journaliste pour mieux informer. Ça, c'est vraiment le premier sujet qui est central dans leur métier. Le deuxième, c'est la personnalisation de l'information. C'est vrai on se sent toujours plus concerné par une information quand on peut la personnaliser, quand elle est finalement quand on peut la toucher du doigt. Par exemple, les élections présidentielles. Les sites web qui marchent le mieux, c'est le site lié à votre commune. En fait, globalement, les gens savent qui vient d'être président, mais ce qui vous intéresse, c'est de savoir, mais dans ma commune, qui a voté pour un tel candidat, etc. Et finalement, ça, c'est vraiment les sites qui marchent le mieux. Et puis enfin, ce qu'on trouve aussi intéressant, c'est que finalement, la masse de données qui existe aujourd'hui vont permettre de jouer aussi, d'être un contre-pouvoir. En France, on est quand même un État où la liberté de la presse est réelle, mais malgré tout, il y a quand même, grâce aux data, des enquêtes qui peuvent être menées pour finalement mettre en lumière certaines choses finalement qui sont moins mainstream. On le verra tout à l'heure sur DataGouv. Il y a effectivement plein de données qui sont accessibles pour tous, mais des sujets qui n'intéressent personne. Donc, l'objectif, ça va être aussi de pouvoir, sur certains sujets, apporter un contre-pouvoir à nos dirigeants, en fait. Alors, dans les années 80, effectivement, ils étaient plutôt à se dire qu'il ne fallait pas mettre de données dans les articles. Les gens n'allaient pas comprendre, en fait, les données. Après, ça a évidemment quand même beaucoup évolué. Donc là, concrètement, comme je disais tout à l'heure, la donnée en tant que telle n'est pas une information. Il y a des données, il va falloir la filtrer. La visualisation aide à peut-être ressortir certaines informations. Et puis après, il y a quand même le contenu éditorial. Il faut quand même raconter une histoire derrière, en fait. Donc les données vont aider à raconter l'histoire.
Donc il y a toujours aussi un parti pris selon les données qu'on va utiliser. On vous montrera des exemples. Alors ça, c'est un exemple historique parce que c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant la première DataVis. Donc elle date de 1821. Alors DataVis, c'est un tableau, hein, mais ça reste quand même de la data. C'est un listing volé des écoles de Manchester, donc nombre d'élèves et frais de scolarité. Comme on sait que c'est très important pour la culture anglo-saxonne d'avoir une bonne école près du lieu d'habitation, diffuser ce type d'information peut être vraiment avoir un pouvoir social hyper important. Donc c'est The Guardian, hein, qui est un des pionniers et qui reste une des références dans le domaine de la du data journalisme, qui a publié ça en 1821. C'est sa première édition. Complètement, là, un exemple, je trouve intéressant, c'est le Los Angeles Times qui, en fait, sur son site web, vous avez accès à la map de tous les homicides qu'il y a eu sur Los Angeles depuis 2000 ou 2002. Et typiquement, l'objectif, c'est au-delà de faire flipper quand même, parce qu'il y a beaucoup de points rouges, c'est de raconter l'histoire derrière chaque victime. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est que vous pouvez cliquer sur tous les points, comprendre ce qui s'est passé, ce que faisait cette personne. Et donc, c'est essayer de sensibiliser finalement le côté mieux informé et sensibiliser, informer les gens sur, ben voilà, en fait, derrière chaque victime, il y a un père de famille, un enfant, etc., qui avait une vie, tout simplement. Donc là, on peut passer finalement des heures à regarder les données et se plonger dedans. Donc, un exemple assez parlant. Alors, ce qu'on trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a, depuis les fins des années 90, il y a énormément de consortiums et de collectifs de journalistes qui se regroupent. Et on le verra à la fin de la presse aussi. Il y a une nouvelle chose qui arrive la semaine prochaine. On a parlé tout à l'heure de l'ICIG. L'ICIG, c'est un consortium de plus de 300 journalistes à travers le monde. Il y en a 6 référencés sur le site qui sont en France, donc 2 du Monde, 2 de Mediapart et 2 journalistes indépendants. Et ils ont construit toute une base d'outils qu'on va vous montrer, qui permettent justement d'analyser une grosse masse de données. Et l'idée, c'est qu'effectivement, chacun va peut-être se focuser sur son pays, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir des collectifs qui vont permettre d'aller plus vite, parce que vous recevez un mail avec, comme tu disais, 11 millions de documents. Clairement, tout seul, c'est une masse d'infos qu'on ne peut pas gérer. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a plein de collectifs qui se créent. Les deux à droite, ProPublica et puis TBIG, ils datent de fin des années 2010, donc 2018 et puis 2009, je crois. Et puis, enfin, l'European Journalist Center, c'est toute une base de connaissances pour former les gens au data journalisme. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que clairement, il y a besoin de boulot là-dedans, hein, faut pas se leurrer. Comme tu disais tout à l'heure, on espère peut-être susciter des reconversions ou en tout cas des changements de job. Clairement, historiquement, la discipline du journalisme, elle est très littéraire et celle de la data, elle est très scientifique. Et aujourd'hui, il faut réussir à réunir ces deux mondes-là. Donc c'est pour ça que le GC a pas mal de docs, de supports finalement pour aider à rentrer dans ce truc-là. Ok, donc maintenant on a beaucoup parlé des données et donc de la manière dont elles sont exploitées et comment on les trouve toutes ces données. Donc il y a différents biais, on a déjà évoqué. Là on a mis en gros la plus grosse source de données, c'est les fuites. Donc on a tous entendu parler de Wikileaks avec Julian Assange. Donc dans les leaks, effectivement, il y a un statut particulier qui va être le lanceur d'alerte. On a d'ailleurs en tête une conférence entière sur cette problématique. Ce qu'il faut voir, c'est que sur SwissLeaks et LuxLeaks, oui. En fait, les gens qui ont été condamnés après, c'est sur LuxLeaks, je crois. LuxLeaks, oui, il y a plus de 500 sociétés qui ont été identifiées comme sur de l'évasion fiscale. Hein, et en fait, les deux seuls procès qu'il y a eu, ça a été pour les lanceurs d'alerte. Voilà, donc c'est pas pour vous dire d'être demain lanceur d'alerte, c'est pas forcément quelque chose de souhaitable, même si, qui porte des conséquences sociales assez fortes pour les gens les gens qui sont lanceurs d'alerte, c'est vraiment des tripes que ça vient, et parce que derrière les conséquences peuvent être graves, mais c'est grâce à eux qu'on arrive un peu à gérer ce contre-pouvoir dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, c'est une des sources principales de la grosse masse de données de journalistes d'investigation aujourd'hui.
Après, il y a, à gauche, vous avez la partie Open Data, qui, on l'a évoqué, avec DataGouv, avec l'ensemble déjà des obligations gouvernementales, politiques d'ouvrir des données, mais aussi parce que les entreprises comprennent l'intérêt d'ouvrir leurs données. Je pense par exemple à la SNCF, sur lequel il y a beaucoup de réutilisation, il y a des applications qui peuvent émaner de cette data, et ça permet aussi de temps en temps à des gens de faire du journalisme sur un sujet. Est-ce que les trains sont toujours en retard ou pas, versus les avions. Enfin, on peut imaginer plein de choses qui permettent aussi d'affirmer ou d'infirmer des choses qui sont dans l'inconscient collectif. Vous avez les sites de référence, j'en ai parlé avec notamment Wikileaks ou OffshoreLeaks, dans lequel on peut encore aujourd'hui naviguer dans toutes les données des Panama Papers, par exemple. Il y a encore des choses à découvrir, donc si vous ne savez pas quoi faire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils invitent encore les gens parce que là, aujourd'hui, il y a un axe d'investigation qui a été pris sur les relations entre sociétés, etc., sur la découverte des noms, que ce soit d'organisations ou de personnes. Mais il y a encore des choses énormes à faire sur vraiment le contenu même des emails, en fait, ce qui se disait dans les emails, qui n'est pas forcément encore analysé aujourd'hui. Vous avez tout ce qui est phénomène de curation et extraction, donc plus ou moins automatique. On a parlé de data miner qui lit en permanence Twitter pour trouver les statistiques un peu étonnantes et relever justement des activités anormales. On a tout ce qui est partie OCR, donc on reçoit des PDF, c'est le cas de Panama Papers. Comment on fait pour passer de quelque chose qui est du texte, voire même des images, à quelque chose que l'on peut traiter de manière automatisée. Et on a un sujet qui est le web scrapping, donc qui est quelque chose qui est constamment utilisé pour aller récupérer de la donnée. Alors là, encore une fois, on pourrait faire une conf, voire même plusieurs confs sur le web scrapping, notamment sur l'aspect légal. C'est pour ça que je ne vous invite pas forcément à aller scraper tout Internet. Vous n'avez pas forcément le droit d'aller récupérer des données comme ça, même si le site est public. Les données qui sont dans ce site sont sur le droit européen. Il y a deux droits qui vous disent de faire attention un petit peu, parce que toute la donnée qui est exposée, en fait, ça reste d'une base de données. Et une base de données, elle a des droits d'utilisation par rapport au fait que les gens qui l'ont constituée ont mis des moyens humains, matériels et économiques derrière. Vous avez aussi tout ce qui est archives. Donc là, on va parler un peu plus de la matière grise et de la data grise, tout ce qui est rapport scientifique. Vous pouvez aller lire The Lancet, mais vous pouvez aussi aller lire l'ensemble de toutes les publications scientifiques sur un sujet donné qui sont présentes sur Arxiv, par exemple. Et vous pouvez aussi, si vous avez perdu des références ou si il y a des choses qui ont été oubliées dans Internet, en fait, Internet n'oublie rien, puisqu'on a la Wayback Machine, donc c'est une autre forme de DeLorean qui nous permet de revenir en arrière et donc d'aller voir un site quelconque, tel qu'il était en 2011, 2012, etc. Alors, évidemment, le site le plus, je ne sais pas si c'est le plus connu, mais DataGouv, on était assez bluffé. Il y a plus de 40 000 jeux de données qui sont accessibles sur le site. Alors, on peut s'y perdre des heures. Hein. Vous avez des données sur énormément de thématiques. C'est hyper intéressant. Et ce qui est intéressant sur les datasets, c'est que vous avez accès aux applications qui publient et qui utilisent ces données. Donc, c'est plutôt pas mal fait. Et typiquement, vous, en tant que personne ou en tant que société, on peut contribuer à créer une application qui utilise un jeu de données qui est open. Et donc, on peut évidemment le déposer dessus. Il y a un autre site web. Alors, en fait, quand on commence à creuser le sujet, on s'aperçoit qu'il y a énormément, finalement, de données ouvertes un peu partout. Et donc, il faut réussir aussi à faire le tri. On trouvait ça intéressant, la fabrique numérique du passé. Là, vous avez tout un ensemble de jeux de données qui sont ouverts sur tout ce qui est cadastre, plan des sols. Donc, ça remonte à Napoléon. Il y a pas mal de choses. Et puis, enfin, le dernier qu'on a mis en avant, on n'a pas tout mis. Hein. C'est Document Cloud. Donc là, c'est plutôt un site américain où vous avez tout un certain nombre d'extraits de police, de la CIA, etc., etc. Lorsqu'ils ont bien voulu, quelque part, ouvrir au public. Mais là, typiquement, je crois que le document, c'était des écoutes c'est une retranscription des écoutes. C'est ça, d'écoutes de président français, à l'époque, Coty, dans les années, début des années 50. Donc voilà, où est-ce qu'on peut trouver la data? Finalement, il y en a partout. Donc il faut réussir à faire le tri dans tout ça. Ok. Alors les outils. Maintenant qu'on a fait un peu le tour des sources de données, on va vous expliquer
comment un data journalisme arrive à faire les différentes étapes qui font passer de la donnée brute à une histoire. Donc le premier outil auquel on pense très rapidement et qui marche toujours très bien, c'est le fichier Excel, ou le tableur, hein, plus généralement, qui va permettre déjà de regarder un petit peu ce qu'il y a dans les données tabulaires, c'est quoi les différentes valeurs, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer comme ficelle, est-ce que j'ai des noms, est-ce que j'ai de la localisation géographique, enfin voilà. Ça permet une première étape d'inspection. Ensuite, vous avez un outil de nettoyage. Alors, il est en complément des outils de développement qu'on va voir par la suite. Il a une philosophie propre, donc il n'est pas forcément hyper intuitif. Par contre, il est énormément utilisé dans le milieu bibliothécaire parce qu'il s'appuie sur Wikidata et notamment tout ce qui est web sémantique avec les formats RDF. Et donc, du coup, vous pouvez enrichir en fait, vos données de plein de données différentes. Vous mettez par exemple, si vous avez une liste de films, vous faites une réconciliation dans OpenRefine et à ce moment-là, il vous sort l'ensemble du casting du film. Vous avez plein de liens, donc vous pouvez après faire des data viz autour de tous les acteurs. Si vous voulez faire un graphe entre tous les films, qui a joué avec qui, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà, OpenRefine, c'est un outil open source qui a été développé par Google, qui s'appelait Google Refine avant, qui continue à être maintenu par Google, mais qui... On fera une petite démo. Ouais, il y a une petite démo après. Bien sûr, vous avez tous les outils du développeur, Python, Panda, les notebooks avec du Jupyter, des choses comme ça pour pouvoir aller assez vite. Comme je disais, OpenRefine, c'est très bien pour faire de la réconciliation. Il a des facettes qui permettent de rapidement faire un certain nombre d'opérations sur des données. Déjà, si vous avez des gros volumes de données, ça peut être compliqué, parce qu'en mémoire, ça va commencer à mouliner un peu. Donc là, on peut partir effectivement sur des outils qui sont utilisés plus traditionnellement en entreprise. Comme je l'évoquais, la partie requêtage et extraction, bien sûr, on peut faire du SQL, on fait du SQL. On fait du SparkQL, donc rien à voir avec l'outil de développement qu'on a l'habitude en Big Data. C'est un outil qui est basé justement sur les formats RDF de Wikipédia notamment. Voilà. Et puis vous avez des choses comme OutWizHub, mais qui sont un peu plus vieilles, qui s'intègrent dans le navigateur, qui permettent soit de faire justement de la transformation, soit du scrapping. Pour le partage, on va l'évoquer, on a DataShare, c'est ce qui a été utilisé notamment sur les Panama Papers. On va vous faire une petite démonstration. Aujourd'hui, il y a encore les LuxLeaks qui sont disponibles sur ce canal. Et en fait, pour exposer, vous avez un certain nombre d'outils traditionnels que vous avez l'habitude, mais vous avez surtout des outils qui ont été open sourcés. Vous avez même un design system en fait, qui a été open sourcé par l'ICIG, donc leur design system, ce qui vous permet de rapidement, pas trop vous prendre la tête avec les composants graphiques de votre site de DataVis. Et ils utilisent aussi DataWrapper, qui est un outil de visualisation qu'on va vous montrer juste après. On peut y passer énormément de temps, parce que les outils, ça évolue. Il y en a qui deviennent payants, il y en a qui se créent, il y en a qui se ferment assez rapidement. Il y a aussi toute la partie OSINT dont on n'a pas parlé, hein, l'Open Source Intelligence. Là, si vous voulez, voilà, il y a des gens qui passent du temps à regarder des vidéos TikTok toute la journée. Nous, on a passé beaucoup de temps à regarder l'ensemble de tous les outils qui peuvent exister. Donc là, chaque point... Là, tu es sur OSINT Framework, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis sur OSINT Framework. Donc là, par exemple, en haut, vous avez la partie username. Et en fait, tout ce qu'on voit en haut, c'est des outils qui permettent d'aller rechercher dans des bases de données des noms d'utilisateurs et de retrouver les personnes ou toutes les informations qui sont liées à ces personnes. Alors j'ai tapé mon nom dans certains d'entre elles. Oui, il y a des choses qui sortent. C'est assez bluffant. Bon, voilà, vous avez plein de choses. Hein, Qui veut tester son nom? Après la conf, on n'aura pas le temps sinon. Mais voilà, du coup, on vous donne juste, mais même pas la face émergée de l'iceberg, parce qu'il y a énormément de choses et c'est très prolifique. C'est ça. Alors là, on a mis en lumière trois sites web, justement, qui utilisent la donnée citoyenne. Donc le premier, c'était Allo Place Beauvau. C'est un journaliste de Mediapart qui, pendant les Gilets jaunes, voulait recenser les violences policières. Et donc les personnes pouvaient, à partir de photos, de témoignages, recenser une violence qu'ils ont vue. Et lui, du coup, allait interroger les personnes, essayer de vérifier rapidement, effectivement, qu'il y avait bien eu une violence policière. Donc il y en avait plus de, je crois, 900 dans ce qu'il avait dit. Non, 348, moins que
que je ne pensais. Mais en fait, il a arrêté au bout de 2 ans, malheureusement, parce que ce qu'il disait, c'est qu'il était tout seul à gérer ce truc-là. Et qu'effectivement, vérifier chaque info, c'est long, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'enjeu du truc. Donc, Allo Place Beauvau ne doit plus être en ligne. Il y a nosdéputés.fr, qui est plutôt aussi un site intéressant. C'est quasiment du temps réel. Vous avez tous les sujets qui sont en train d'être discutés à l'Assemblée nationale. Donc voilà, si cette partie-là vous intéresse. Vous avez aussi, ouais, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la présence de chaque député. Et que en fait, les créateurs de nosdéputés.fr, pour valider l'ajout d'une métadonnée sur un député, il faut qu'ils aient la donnée sur l'ensemble des députés, pour être sûr de ne prendre aucun parti. C'est-à-dire que si vous avez le taux de présence d'un député, vous l'avez pour tout le monde. Et du coup, vous ne pouvez pas dire « Ah bah ouais, mais cette information-là, on ne l'avait pas ». Non, donc, voilà. Le but, c'est vraiment de présenter de la donnée. Ensuite, chacun se fait ses idées, chacun se transforme. Les journaux d'opinion orienteront dans telle ou telle direction, prendront telle information, c'est leur ligne éditoriale. Et voilà, du coup, ils choisiront en fait de traiter l'information, mais en tout cas, la donnée, là, elle est disponible sur nos députés. Et puis, on a le dernier qui est assez connu. Alors, ce n'est pas vraiment du data journalisme, mais c'est pour montrer un peu l'impact de la data aujourd'hui dans nos vies. Je pense que vous avez tous connu, à un moment donné, été voir sur Covid Tracker. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est passé de « on vous présente une data vise » à « on vous l'explique ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'expression « flatten the curve » qu'on nous a rabâché pendant des mois. Alors, c'est en français, c'était il faut lisser la courbe, il ne faut surtout pas dépasser pour que justement les hôpitaux ne soient pas surchargés. Là, on a compris visuellement ce que ça voulait dire en fait. C'était quoi l'impact d'une stat sur nos vies? Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, on l'a pris comme exemple, même si ce n'est pas vraiment du data journalisme. Et vous, du coup, on vous l'a dit, il y a plein d'informations qui vous arrivent qui ne sont pas forcément vérifiées tout de suite. Donc, il va falloir faire un tri. Comment vous arrivez à faire ce tri-là dans votre vie perso? Donc, il y a un certain nombre de sites qui existent. Le plus ancien, on va dire, ou celui qui est le plus connu, c'est Oxbuster, qui continue de sortir quelques infos, mais après, c'est vraiment à la maille très... Enfin, c'est pas très souvent, mais il y a encore des choses, je crois, jusqu'en 2022. On a un site que j'aime bien qui s'appelle Captain Fact, qui permet, sur une vidéo, donc c'est notamment utilisé par une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, qui permet d'aller discuter en fait sur chaque affirmation d'une vidéo. Donc il n'y a pas longtemps, il y a eu Hugo Décrypte qui a reçu le président, Emmanuel Macron. Donc il y a toute l'interview et il y a des gens qui ont tagué des passages en disant voilà, ce que dit Hugo, c'est vérifié ou vérifiable à tel endroit. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est vérifié, vérifiable à tel endroit. Donc ça, c'est super parce que du coup, ça permet collaborativement de discuter et puis pas juste de sortir des chiffres comme ça, mais de sortir de l'origine des chiffres et peut-être l'interprétation aussi. Bon, il y a Le Monde qui a fait des codex qui marchent pas mal. On a NewsGuard aussi qui recense tous les sites de désinformation aujourd'hui. Donc si vous voulez savoir quels sont les sites à éviter, allez sur NewsGuard. Ouais, plutôt à jour, c'est assez récent. À NewsGuard, je crois qu'ils ont monté le collectif en 2018. Et typiquement là, ils ont déjà recensé 49 sites web, rien que cette année, créés à partir d'IA générative. Donc tout ce qu'il y a sur ces sites-là sont bullshit, il faut le dire. Donc, en tout cas, ils ne sont pas vérifiés. Et le dernier, moi, qui me tient un peu à cœur, ça s'appelle Tournesol. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un professeur de l'École Polytechnique de Lausanne qui a la chaîne notamment Science for All, qui a décidé de mettre en place une plateforme collaborative pour 2 choses. Créer des indicateurs de qualité de données sur des sources numériques. Donc ça peut être de l'article, c'est beaucoup de vidéos, ça peut être des podcasts, des choses comme ça. Et les gens en fait vont essayer d'affiner en fait la qualité. Donc il y a plein d'indicateurs sur la manière dont c'est expliqué, la vulgarisation, est-ce que les sources sont bien citées. Enfin voilà. Donc je vous invite à aller voir cette plateforme. Elle va aussi faire écho à quelque chose qu'on va dire juste après sur d'autres outils qui peuvent vous aider. Bon, on n'a pas tout mis, vous avez sûrement peut-être vos propres sites, mais c'est vrai que l'objectif aussi, c'est d'inviter tout le monde à connaître au moins ces sites-là et de se dire, tiens, cette info-là, est-ce que je peux la vérifier ou est-ce que je peux la vérifier? C'est vraiment l'objectif. Donc là, on va vous passer à une petite étape démo. On vous a parlé de 3 produits, DataShare, OpenRefine et DataWrapper. Donc je vais commencer par donner la main à Antoine pour vous présenter DataShare sur la partie publique
l'espace démo en fait, de l'outil. Ça va être un peu petit, mais tu vas parler pour expliquer. Ouais, alors ce qu'il faut voir, c'est que donc DataShare, pour rappel, c'est l'outil qui a été créé par l'ECIG, qui est toujours maintenu. Vous pouvez aller sur le GitHub, vous pouvez contribuer à ce projet-là, il n'y a pas de souci. Et typiquement, sur sa version en ligne, il propose 2 projets sur lesquels on peut aller se balader et perdre du temps. Donc LuxX et puis Enron Corpus. Là, typiquement, c'est 500 000 mails qui ont été mis. On peut les voir, on a encore du temps. Donc Enron, c'est une société qui n'existe plus. Qui a fait banqueroute en 2001. Et donc, il y a eu pas mal de détournements d'argent, notamment. Et donc, du coup, ils ont analysé, grâce aux emails, l'ensemble. Donc, il y a eu des condamnations qui ont été amenées suite à la découverte des emails. Donc ça, DataShare, là on est sur la version qui est en ligne, il n'y a pas besoin de login, vous pouvez directement les naviguer dans les documents. Et il y a aussi la version que vous pouvez installer en local et mettre tous vos documents pour les analyser par DataShare. Donc c'est peut-être un outil aussi qui est utilisé pour d'autres contextes finalement. Bon là, il y a différentes stats, on peut voir d'où viennent les documents, à quelle date ils étaient. C'est Clément Doumoreau qu'on ne connaît pas, mais il est français, il habite à Paris, donc lui c'est un développeur qui fait partie de l'ECIG. Donc c'était intéressant. Et puis le jeu de données a été mis il y a 3 semaines. Et donc LuxX, on peut aussi se balader dans les documents pour chercher des noms de gens que vous connaissez, si vous voulez, ou des entreprises, évidemment. Bon là on avait fait une recherche sur Disney parce que ils avaient été pointés du doigt. Et en fait, sur chaque document, c'est une recherche finalement classique. Après, il y a plein d'opérateurs qu'on peut mettre. Honnêtement, la doc de DataShare est plutôt bien utilisée. En fait, le principe, bien expliqué. Le principe, c'est que vous uploadez des documents. Vous pouvez faire tourner des tâches de fond. Il y a plusieurs tâches de fond. Donc, c'est l'indexation du document. Quand il va faire de l'indexation, il va faire de l'ossérisation sur les PDF. Donc, il va vous transmettre l'ensemble, là, ce qu'on voit, la partie texte. C'est en fait l'onglet texte, c'est l'onglet qui est toute la retranscription textuelle de ce qu'il y a dans le document. Et ensuite, vous avez une deuxième étape où vous pouvez faire ce qu'on appelle du Name Entity Recognition. Donc, il y a un sous-domaine en fait de l'IA qui s'appelle le NLP, donc Natural Language Processing, et ça permet de reconnaître les entités en fait, dans des noms de personnes, des noms d'organisations, des lieux, etc. Donc là, typiquement sur le document que je viens d'ouvrir, il peut nous ressortir tous les gens qui sont nommés dans ce document-là, toutes les organisations qui sont recensées également. Et puis on peut même, quand on va sur Monsieur Cole, il peut nous montrer finalement où est-ce qu'il est cité dans le document. Donc on a du contexte autour. Voilà. Et puis ce dont parlait Guillaume, effectivement, on peut faire tourner des tâches de fond. Alors, bon, là on est sur la version en ligne, donc on voit qu'il y a un certain nombre de batchs qui ont été mis, voilà, des gens qui cherchaient les entreprises françaises. Donc on peut réutiliser finalement la recherche d'autres personnes. Voilà pour DataShare, et puis on va vous montrer comment on peut l'utiliser en local également. Alors du coup, je vais faire une petite introduction pour les 2 outils suivants, parce qu'on a essayé de coller un peu au thème et au titre de la conférence, The Laundromat. On s'est rendu compte qu'il y avait donc toujours Information is Beautiful, toujours David McCandless qui a fait son site est vraiment exceptionnel en termes de data vis et en termes de qualité d'articles qu'il a produit. Guillaume est fan. Ah oui, je suis vraiment fan, si vous ne l'aviez pas compris. Là, c'est donc un article qui s'appelle Based on a True Story, qui, en fait, pour un certain nombre de films qu'il a analysés, permet de savoir si ce qui a été dit dans un biopic ou dans un film comme The Laundromat ou comme un film dans The Big Short, ce type de films-là, qui sont des drames, mais qui sont donc romancés, mais qui sont basés sur une histoire vraie. À quel point on peut dire que le film colle à la réalité. Donc vous voyez, par exemple, Bohemian Rhapsody, qui est biopic sur Freddie Mercury, on n'est pas loin de 80% en fait, de véracité. Alors, il y a un petit indicateur, il y a un petit filtre, c'est que là, on est en mode c'est bon, c'est des films, ça va. Vous pouvez augmenter le niveau d'exigence, en fait, et là, vous tombez un petit peu plus bas. Et on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de voir, juste sur le début, parce qu'on a un métier quand même aussi à côté, qui n'est pas le data journalisme, mais sur le film The Laundromat, est-ce que déjà les premières minutes de The Laundromat correspondent? Alors, je vais vous refaire rapidement les premières minutes.
Donc il y a une introduction qui est par les deux avocats, un peu assez loufoque. Voilà, ils parlent d'argent, ils expliquent le principe, comment est née la monnaie, etc. Et très rapidement, on se retrouve avec un couple de retraités qui vont prendre un bateau sur un lac Saint-Georges. Le bateau s'appelle Ethan Allen. Et au bout de quelques minutes, le bateau sombre parce qu'il y a une vague qui les enchaîne, enfin qui les font basculer, qui les submerge, merci. J'espère que vous ne vouliez pas voir le film par contre, parce que... 5 minutes, je ne vous ai pas donné ta fin. Enfin, je vous rassure, voilà, à la fin, ils ne vont pas en prison, ça on le sait. Mais du coup... voilà, on a voulu savoir jusqu'à quel point cette histoire-là, sachant que c'est le point de départ du film, parce que en gros, le mari je crois qu'il s'appelle Hélène, meurt dans l'accident. Donc à un moment donné, il va y avoir un jeu d'assurance. Puis là, en fait, le propriétaire du bateau se rend compte que l'assurance, elle n'est plus active. Et en fait, il se rend compte que son fils, il a pris une assurance un peu comme ça, moins chère. Et il s'avère que la compagnie d'assurance est une société offshore dont le directeur associatif est Irving Bonkamper. Tous ces noms que je viens de vous citer, à part Hélène, tout ça, c'est vrai. En fait, on l'a vérifié. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ce bateau a sombré dans le lac Saint-Georges. Le capitaine s'appelait bien capitaine Harris, je crois. Richard Paris, en 2005. Et ça a été un des déclencheurs, notamment dans le procès contre Mossack Fonseca, qui a montré que non, vous n'étiez pas juste en train de faire de l'optimisation fiscale. Là, il y a vraiment malversation financière. Et c'est à cause de cet événement-là qu'ils ont été condamnés. Du coup, je l'ai mis dans DataShare. Alors, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai fait du web scrapping sur un site sur lequel j'avais le droit de le faire, pour essayer de scraper l'ensemble de tout le script dialogue de The Landromat. Alors j'aurais pu faire passer un speech to text, etc. Mais bon, je me suis dit qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, autant réutiliser. Ça consomme moins d'énergie en plus. Une fois que j'ai eu les dialogues, je les ai passés, je les ai fait analyser. Et donc là, j'ai eu un certain nombre d'entités. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu tirer un peu les différentes pelotes, aller regarder les noms, est-ce qu'ils existaient ou pas. J'ai pris que 5 premières minutes. Il faudrait, pour arriver au niveau de David McCandless, le faire sur l'intégralité. Vous voyez à quel point c'est un travail quand même qui est long. Il l'a fait sur une vingtaine de films, quand même, tout ça. Un beau métier. C'est un beau métier. Après, voilà, son blog est rémunéré, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois que j'ai fait cette première extraction, donc je me suis retrouvé avec des locations. Je les ai passés dans OpenRefine. Donc, j'ai un peu tout nettoyé. Donc, OpenRefine, c'est cet outil-là. J'avais un certain nombre une centaine de milliers de records. J'avais beaucoup d'occurrences de pays. Et donc là, ça, c'est extrait de Offshore Leaks. Donc c'est l'ensemble de toutes les locations qu'il y a dans les Panama Papers. Le but après, c'était d'essayer de faire correspondre les locations du film, donc les lieux du film, avec les lieux qu'on citait dans le Panama Papers pour voir à peu près quelle couverture ils avaient fait de manière géographique. Est-ce qu'ils avaient oublié des coins ou pas? On va le voir. Effectivement, il y a des coins qui sont un peu oubliés. OpenRefine, ça m'a permis de nettoyer tout ça, supprimer les entités en double et de faire surtout une seule source de données, parce que pour Data Wrapper, après, il faut à la fois que j'ai les pays du film et à la fois les pays du Panama Paper dans le même fichier. Voilà. Donc il y a un certain nombre de travaux. C'est un système qui marche à facettes, donc en fait c'est très simple. En fonction des facettes, là par exemple Country, vous prenez du texte, et une fois que vous avez le texte, vous pouvez dire tiens, moi, je veux garder que les lignes avec Andorre, et je clique dessus. Ça me garde que les lignes avec Andorre. Voilà. Très puissant. Et donc, on arrive à la démo du dernier outil, qui est Data Wrapper. Donc, on va revenir juste un tout petit peu en arrière, parce que le résultat de ce que je vous ai montré, c'est ça. Ouais, donc, dernier outil Data Wrapper qui est plutôt facile à prendre en main, et c'est plutôt simple. Qui est pareil, accessible. Vous pouvez faire un certain nombre de choses gratuites. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez partager tout votre travail. Vous pouvez créer des espaces collaboratifs et donc partager vos maps avec les gens de votre team. Et donc là, ce dont parlait Guillaume, effectivement, en partant, on peut choisir la map. On vous montrera tout à l'heure après un autre détail. On ajoute les datas.
il y a peut-être un peu de retraitement à faire, mais c'est plutôt accessible. Là, ce qui est intéressant, c'est que sur l'ajout des données, en fait, moi, j'ai juste le nom des pays ou le nom des villes, et automatiquement, il me dit « Ah tiens, j'ai reconnu que c'était des villes ou des pays. Est-ce que tu veux que je te crée 2 colonnes avec les longitudes, latitudes que j'ai réussi à faire mapper ?» Comme ça me permet, moi, plus précisément de les mettre sur une carte. Et eh bien, on arrive après sur la partie visualisation. Donc là, on a un certain nombre de choses qu'on peut aussi faire évoluer, notamment les couleurs, les différences de symboles. Donc là, effectivement, on peut bien voir la différence entre le film et puis la réalité. Et puis une notion de... Sur la data vis, un truc qui est intéressant aussi, parce que ça fait partie d'une problématique récurrente sur les data vis. En bas, je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez un certain nombre de vérifications sur les personnes malvoyantes. Et notamment, nous, ce qu'on a choisi, c'est ce niveau-là de couleur. En fait, c'est un niveau de contraste qui permet aux gens qui sont tritératopes, donc c'est un niveau de daltonisme, d'exploiter la carte normale. Vous pouvez aller même jusqu'à du noir et blanc, des niveaux de gris, pardon, pour mieux être accessible au niveau de votre data vis. Donc outil plutôt puissant, et puis on peut le publier. Donc à la fois le publier, vous pouvez connecter les maps avec des Google Sheets, et en temps réel, la map se remettra à jour selon vos datas. Donc vraiment très intéressant. Rapidement. Juste pour finir, pour finir sur la partie... Très rapidement. Ouais, très rapidement, on va y aller. Pour finir juste sur la visualisation et ce que je vous disais juste avant, en fait, ce qui est en bleu sur la carte, c'était ce qui était extrait du film, et ce qui était en jaune, c'était ce qui était extrait des Panama Papers. Alors, parti pris ou pas parti pris, ils ont à peu près balayé l'ensemble de tous les continents, sauf l'Afrique. À part les Seychelles et le sud de l'Afrique, au Cap Vert, je crois, ils n'ont pas du tout traité dans le film la partie africaine. Mais peut-être que ça aurait fait peut-être trop. Voilà. Bon, vous avez compris, je pense, l'utilisation de Data Wrapper. Encore une fois, un outil très simple qu'on vous invite à regarder. On peut faire des choses là, comme ça. On a pris le nombre de cinémas, on a été récupérer les datas sur DataGouv. On peut se faire un petit mapping du nombre de cinémas en France, selon la granularité que l'on souhaite. Okay, et puis pareil, vous pouvez le publier, vous pouvez l'embarquer sur vos présentations PowerPoint, Google Sheet ou autre. Ce qui est dommage, c'est que ça ne marche pas pour Google Slide. Donc pour ceux qui sont dessus, on ne peut pas forcément le mettre, mais on peut copier la photo. Dernière partie de la conf, je crois. Oui. Il nous reste 5 minutes. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de sites de vérification. En fait, les journalistes sont en train de réfléchir à une étape un peu plus loin. Vous avez probablement tous connaissance dans le monde alimentaire, enfin dans le monde de l'agroalimentaire, du Nutri-Score. Ils sont en train de réfléchir en fait à un marqueur, un principe d'échelle qu'on pourrait mettre sur des articles en fonction d'un certain nombre de critères. C'est pour ça que je vous parlais de la plateforme Tournesol, parce que pour moi, la plateforme Tournesol, elle va dans ce sens-là aussi. Elle réfléchit déjà, ça serait quoi les marqueurs qu'on pourrait mettre, comme dans le Nutri-Score, la valeur énergétique, la graisse, le sucre, etc. C'est quoi pour un article? Tous ces éléments factuels sur lesquels on peut écrire un algorithme qui va nous donner, voilà, cet article, il est de qualité A. Vous pouvez, en gros, y aller quasiment les yeux fermés. Ce qui va avoir un énorme impact et qui va aussi nous permettre, nous, de consommer du contenu de meilleure qualité. Oui, rapidement, voilà, vous avez compris, l'enjeu, c'est vraiment de trouver collectivement des solutions pour avoir une information qui est juste et vérifiée. Et la semaine prochaine, dans le Pays Basque, il y a le lancement du TEMS, qui est une plateforme de contenu qui est éditée par 40 médias européens. Donc il y a plus de 14 pays qui se sont mis d'accord sur la création d'une plateforme commune où finalement, ce sera que du contenu vérifié et tamponné, on va dire, par les journalistes. Et donc, ils pourront référer à ce contenu. Le dernier sujet qu'on voulait effectivement vous donner sur ces 3 minutes 35 qui nous restent, on a évidemment tous les gens qu'on a pu voir, et puis je vous renvoie aussi sur l'excellente interview du CTO du Monde, sur le podcast CTOs qui est paru au mois de septembre. L'IA, aujourd'hui, voilà, ça peut être perçu comme une crainte, mais ils veulent aussi l'avoir comme une opportunité. Grosso modo, ils s'accordent tous à dire qu'ils ont un peu loupé le virage Internet, notamment lié au business model. Et beaucoup de journaux et puis de médias ne voulaient pas en entendre parler, ne voulaient pas publier leur contenu. Puis au final, au bout d'un moment, tu es bien obligé de le faire. Donc là, ils ont plutôt envie de voir l'IA comme une force pour eux,
pour finalement les aider dans leur travail. Comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, l'analyse de documents, ça peut clairement les aider à accélérer certaines choses. Donc là, on est en plein dedans. Et je crois que c'est sur la slide après. C'était assez marrant de voir qu'en l'espace entre le 15 juillet et le 21 août, donc ça c'était cet été, eh bien on voit plein de choses qui se passent. Notamment Associated Press et OpenAI ont décidé de collaborer ensemble pendant les 2 années à venir. Et Associated Press a ouvert tout son contenu à OpenAI depuis 1985. L'objectif, c'est d'entraîner leur modèle sur du contenu qui est vérifié, qui est juste, etc. etc. La semaine d'après, Google annonce qu'ils sont en train de travailler avec le Post, New York Times, sur justement une IA aussi pour aider les journalistes. New York Times, eux, ont changé leur site web dans les mentions légales, etc., pour pas qu'OpenAI vienne récupérer leur contenu. Et puis en fait, une semaine après, ils les attaquent en justice. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que le Times voulait faire finalement la même chose que Associated Press. Mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec OpenAI. Enfin bon, bref. Du coup, ils les attaquent. La différence qu'on voyait, après nous on n'a pas d'avis, c'est que côté US, ils sont assez quand même précurseurs de la data vise, de l'ouverture de leurs données, etc., etc. Et on voit bien qu'ils essayent de travailler avec les big players de ces modèles de données. L'Europe est plutôt à créer des collectifs finalement, à se protéger avant finalement d'essayer de travailler avec eux. Et voilà, les deux approches très différentes. Et puis, pour terminer la conférence, on a trouvé ça assez intéressant, ce côté justement, comment les médias peuvent finalement former les gens aussi à l'IA. Et donc là, c'est le Washington Post qui a créé un petit outil didactiel pour finalement montrer à ses lecteurs comment on peut utiliser une intelligence générative type ChatGPT. Voilà. Exactement. Et du coup, là, ce qui est intéressant, donc il y a un certain nombre d'exemples. Moi, j'ai choisi celui sur un débat problématique, qui est la légalisation de la marijuana. J'espère que le code of conduct, ça va. Mais... du coup, en fait, l'idée, c'est de préparer le prompt que vous allez donner à ChatGPT. Est-ce que, pour qu'il réponde à est-ce qu'on devrait légaliser ou pas la marijuana. Donc là, il va vous donner une réponse comme vous pourriez aller le faire sur OpenAI. Et éventuellement, si vous itérez, et puis si vous lui demandez d'affiner, il va vous compléter. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est pour éduquer, c'est joue à prétendre être, par exemple, Snoop Dogg. Pardon. Donc, vous imaginez un peu la réponse de Snoop Dogg. Et en fait, quand vous cliquez un peu, vous avez Rudy Giuliani. Donc je pense qu'à mon avis, la réponse n'est pas du tout la même, peut-être extrêmement opposée. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire comprendre aux gens de manière ludique et pas juste en leur expliquant la technique. C'est quoi derrière l'intérêt qu'on peut avoir avec ce type d'outils, comment on peut les utiliser, parce qu'on pourra expliquer à tout le monde comment marche ChatGPT, mais je ne suis pas sûr qu'en fait, ça soit vraiment pragmatique. Par contre, ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper pédagogique. Voilà, donc vous voyez, il y a encore beaucoup de sujets. La petite stat qu'on peut vous donner à la fin, c'est que par exemple, Radio France, c'est plus de 700 journalistes, à peu près 10% formés au numérique, et 5% de ces 10% qui sont plutôt orientés sur la donnée. Donc c'est très peu de gens, je laisse faire le calcul à la fin de la conf, c'est finalement très peu de gens qui sont aujourd'hui sur ces sujets-là. Et donc c'est pour ça que, en tant que développeur ou monde acteur dans la tech, on peut aussi, si on veut, aller aussi vers ces sujets-là. Voilà. C'est la fin de cette conf. On n'aura pas le temps pour les questions. Merci à vous.